Maktar Diop, bonjour. Bonjour Hicham. Vous êtes le directeur général de IFC, ce qui veut dire en français Société financière internationale. Vous avez commencé votre action depuis mars dernier. Vous avez à peu près aujourd'hui 9 mois, presque, vous allez sur le 10e mois. D'abord, comment vous avez fait le tour de la maison? Parce que peut-être là, vous avez aujourd'hui pris vos marques, mais comment vous avez pu un peu faire le tour de tout cela? Non, merci Hicham. C'était effectivement 9 mois très très intéressants et on a été très très occupés pendant ces 9 mois avec la crise du Covid, la réponse qu'il fallait apporter pour aider les entreprises dans les pays en développement en particulier, travailler avec de nouvelles équipes, s'habituer à un nouvel environnement, à de nouveaux produits. Et tout ça s'est fait à une vitesse grand V parce qu'il fallait répondre aux challenges immédiats. On Oui. a réussi durant cette année fiscale quand même à avoir des niveaux de performance assez respectables. On a pu prêter au total 31,5 milliards de dollars durant l'exercice 2021. Et c'est important parce qu'on a réussi à le faire dans un contexte où quand même où les entreprises faisaient face à des difficultés. Donc, Oui. les activités des entreprises ont été réduites, mais on a pu trouver des réponses appropriées pour aider les entreprises à faire face à ce choc, particulièrement dans les pays émergents et fragiles. On a Oui. fait 12 milliards dans les pays fragiles où les entreprises étaient encore plus touchées. On l'a fait comment? On Oui. l'a fait en travaillant beaucoup sur l'Afrique. On a prêté 6,5 milliards en Afrique, ce qui est un niveau record. Et Oui. on a développé des initiatives nouvelles que nous avons présentées lors du sommet sur le financement de l'Afrique qui s'est tenu à Paris. On a Oui. été beaucoup impliqué sur la question des vaccins, de la production des vaccins, qui était pour nous un enjeu essentiel. Et on travaille beaucoup avec les différents acteurs, AVAT, avec WTO, avec WHO, Mhm. et on essaie de mettre en place de la production de vaccins en Afrique. On Oui. a eu un financement de 600 millions de dollars pour Aspen, une société Mhm. d'Afrique du Sud qui produit des vaccins. On travaille avec l'Institut Pasteur à Dakar, on Oui. travaille avec les Rwandais. Donc, on est en train de bâtir de contribuer à la construction d'un écosystème pour la Oui. production de vaccins en Afrique. Vous avez, vous avez une feuille de route, vous avez une vision, une stratégie. Sur les 5 ans à venir, vous avez prévu une enveloppe de 30 milliards de dollars rapportés au pays. C'est peut-être peu, mais comment vous allez articuler tout cela? C'est-à-dire que d'une façon concrète, que vous participiez à la croissance après le Covid qu'on vient de vivre. Oui, très pratiquement, ça veut dire augmenter les investissements dans le digital. Notre portefeuille est passé de 100 milliards l'année dernière de 100 millions de dollars à 1 milliard. Et on a fait récemment une grande opération de 250 millions de dollars avec Liquid, qui est une société africaine et qui vise justement à réduire le fossé numérique qui existe entre l'Afrique et le reste du monde. Et cela va apporter une réponse importante pour la croissance des entreprises, parce que cela permettra de faire plus de commerce international, faire plus de trade financing, intégrer encore plus les entreprises dans le commerce international et surtout aider à faire de African Free Trade Agreement, Mhm. la zone de libre-échange en Afrique, Oui. de faire cela, d'en faire une réalité. Parce que tant qu'il n'y a pas les instruments financiers pour soutenir la création et la consolidation et le renforcement des chaînes de valeur au sein du continent africain, on parlera de zones de libre-échange, mais cela n'aura pas un impact immédiat sur les ménages et sur les entreprises africaines. Donc ça, Bon, c'est une chose.
Un des éléments importants pour arriver à tout cela, c'est d'augmenter la mobilisation. Ce que nous appelons mobilisation, c'est qu'aujourd'hui, la SFI est parmi les institutions financières internationales, celle qui a le plus tôt de mobilisation. C'est-à-dire pour chaque dollar qu'on investit, on réussit à mobiliser 92 cents d'autres investisseurs par différents instruments. Et on voudrait augmenter encore cette mobilisation, arriver à des chiffres beaucoup plus importants qui nous permettront d'apporter plus de ressources dans les pays développés. Il s'agira pour cela de continuer à travailler avec le marché des capitaux, avec les investisseurs institutionnels, à utiliser les ressources que nous avons pour dérisquer l'investissement en Afrique. Donc, tous ces instruments, ce sont les instruments que nous mettons en œuvre à l'heure actuelle et que nous allons développer à l'avenir. Bien sûr, tout cela, aujourd'hui, ne peut pas se faire sans parler du changement climatique. Et le changement climatique est au cœur de nos préoccupations. Nous avons annoncé 2 nouvelles initiatives à Glasgow. Une concerne ce qu'on appelle le Best Sustainable Bonds, Best Bond, et une autre qui s'appelle MCCP One Planet. Le MCCP One Planet vise à financer toutes les activités qui aideront à atteindre d'ici 2025 un alignement à 100% aux objectifs de Paris. Et le Best Bond, c'est de dire qu'on ne peut pas faire ça sans penser à l'implication sociale et avoir une approche sur la soutenabilité qui soit beaucoup plus globale et pas simplement à la réduction d'émissions. Et IFC est dédié au secteur privé, vous l'avez dit. D'abord, quels sont les critères d'attribution et quel est en fait les critères qui sont définis pour rendre éligibles ceux qui demandent votre concours? Les critères sont très simples. Il s'agit d'être une entreprise propre. Bien sûr, nous ne travaillons pas avec des entreprises qui n'ont pas certains standards en matière de gouvernance ou qui ont des éléments qui pourraient nous conduire qui pourraient conduire à des activités qui ne soient pas alignées à une bonne gouvernance. Donc, il nous faut on a un seuil, un minimum de critères, un minimum requis en termes de gouvernance pour pouvoir travailler avec les entreprises. Sinon, toutes les entreprises peuvent travailler avec nous. Il y a un certain niveau, au niveau des micro-entreprises, où c'est plus difficile pour nous de travailler. Et ce que nous faisons dans ces cas, nous donnons des lignes de crédit à des institutions financières qui sont mieux armées que nous et mieux équipées pour nous pour travailler des fois pour des entreprises, avec des entreprises micro. Sinon, avec les moyennes et larges entreprises, on travaille directement. Vous êtes en quelque sorte aussi un capital risqueur, c'est-à-dire que vous avez aussi cette possibilité d'entrer dans les capitaux, d'intervenir à l'intérieur à travers votre assistance technique, à travers vos équipes. Mais est-ce que aujourd'hui vous avez une prise de risque permettant de dynamiser et d'aller vers ceux qui ont besoin de vous plus concrètement? Absolument. Je crois que Hichem, vous avez mis le doigt sur un des éléments essentiels de notre stratégie, qui est la prise de participation dans les sociétés. Et ces prises de participation, au-delà des ressources financières que nous apportons aux entreprises, nous permet d'aider les entreprises à affiner leur stratégie, à renforcer leur gouvernance, à améliorer la gestion générale d'entreprise, et on peut adosser à cela des prêts que nous faisons à ces entreprises. Donc, nous alignons beaucoup plus maintenant nos prises de participation et notre fenêtre prêt. Et cela permet de faire quelque chose qui change. Un exemple récent, c'est ce que nous avons fait avec Liquid dans le domaine du digital, où nous faisons une prise de participation, aidons à investir et dans l'infrastructure et dans les data centers en Afrique, ce qui permettra vraiment de réduire in fine le coût d'accès et le coût de la donnée. Nous faisons également beaucoup de choses dans le cadre du FinTech. Récemment, nous avons
fait une prise de participation dans la société Wave et nous continuons à travailler avec celle-là. Et ce sont des clients comme ça également qui ont contribué à réduire le coût des transferts et des moyens de paiement en Afrique. Donc, notre objectif, c'est de toujours travailler avec des entreprises qui, en fin de compte, peuvent faire une différence en termes de réduction du coût des produits, améliorer la compétitivité d'une économie, augmenter le nombre d'emplois, améliorer la balance de paiement d'un pays. Donc, il y a tous ces effets qui sont également liés à nos investissements. C'est pas seulement, nous ne sommes pas une banque commerciale. Nous ne mettons pas de l'argent simplement pour avoir le taux de rendement le plus élevé. Quel est le taux de votre réactivité par rapport aux demandeurs? C'est-à-dire que on peut avoir une idée sur l'étape de la demande et le décaissement final. C'est que ça pose un problème, ça. C'est que en termes de durée. Tout dépend de la nature de la demande et du produit. Quand c'est du financement à court terme où il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas à être qu'on n'a pas besoin d'étudier, cela peut aller très vite. Où il s'agit simplement de voir le taux de rendement de cet investissement et la nature du risque. On peut aller très vite. Ça prend un peu plus de temps lorsqu'on a des projets comme des projets d'infrastructure où on a besoin de faire un travail d'analyse sur les sauvegardes environnementales et sauvegardes sociales, parce qu'on veut s'assurer que nos projets ne constituent pas des freins au développement social dans un pays, qu'on respecte un minimum de critères de protection de l'environnement. Et nous avons révisé récemment, avec une grande contribution des organisations non gouvernementales, toute la politique et tous les critères de sauvegarde que nous avons dans nos projets. Et cela est important parce que c'est cela qui permettra une plus grande adhésion de nos programmes et qui permettra, in fine, de changer la situation globale et l'environnement global des affaires dans un pays en tenant beaucoup plus en compte des aspects sociaux et des aspects environnementaux. Vous avez parlé de votre pari sur le numérique, mais rapporté à l'Afrique, c'est qu'on voit, certes, les connexions s'améliorent et les points d'accès aussi, mais on reste quand même dans une forme de retard qu'est-ce qui signifie pour vous la stratégie 3.0 dans ce type de situation? Nous avons multiplié par 10 nos investissements dans le numérique cette année, en une année. Et nous allons continuer ce trend. Le secret, c'est plus de compétition dans le secteur. Donc, plus d'intervenants. Donc, nous allons favoriser l'entrée de nouveaux participants dans ces marchés. Et cela va bénéficier tout le monde parce que le marché est énorme, il y a des besoins énormes. Et je crois que cette compétition qui va s'accroître va avoir un effet positif sur l'innovation, un effet positif sur les coûts, et va permettre justement d'avoir un accès beaucoup plus facile et un plus grand accès des populations aux services liés au digital. Un second aspect, c'est le coût des appareils téléphoniques qui constituent des fois un obstacle pour l'accès à l'économie numérique, quand on sait que dans la plupart des pays en développement, en fait, l'accès au broadband se fait à travers les appareils téléphoniques, hein, on les appelle les mobile phones. Donc c'est à travers cela que ça se fait. Donc, avoir un accès plus grand avec une réduction des coûts de production, des coûts d'accès à cet équipement et ce matériel constitueront également des éléments importants pour accroître l'accès au numérique. Enfin, c'est tous ce qu'on appelle les user cases, développer vraiment l'économie numérique partout où on peut faire des bonds en avant. Okay? Et nous avons de plus en plus des cas dans ce domaine, dans le domaine de la santé. On voit la télémédecine, on voit des initiatives nouvelles. On a un investissement récemment au Kenya qui justement aide à utiliser la télémédecine pour pouvoir donner des services.
en développant l'écosystème autour de la production des vaccins, mais également des médicaments de base, on va créer un environnement qui sera beaucoup plus intéressant et où toutes ces technologies pourraient être utilisées pour pouvoir justement servir les populations. Et cela va sans dire, l'éducation est également un secteur où beaucoup d'innovations utilisant le numérique ont été développées et accessibles en Afrique. L'Afrique, avec ses 1,3 milliard, est un enjeu démographique considérable, mais aussi un enjeu alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire. D'abord, vous avez parlé d'agrobusiness, mais concrètement, comment aujourd'hui sortir l'Afrique de ces aspects non transformés de l'économie, surtout en termes d'agriculture. Comment aujourd'hui diversifier et aider? Quelle est votre action pour aider et accélérer ce mouvement? Il y a, vous avez, c'est une question extrêmement importante. C'est une question qui touche bien sûr qui a des implications macroéconomiques, il y a des implications au niveau des ménages, au niveau de la croissance globale d'une économie, parce que les enfants qui ne sont pas bien nourris aujourd'hui seront moins productifs que des enfants bien nourris et qui ont accès à l'éducation. Donc, il faut régler cette question. Quelles sont les contraintes? Une des contraintes sur lesquelles nous allons travailler très dur, c'est l'intermédiation financière pour le secteur de l'agriculture. On constate que très souvent, l'agriculture, et ce n'est pas le seul secteur, en Afrique, a accès uniquement à des ressources à court terme. Et on sait que le retour sur investissement dans un secteur comme l'agriculture se fait sur le long terme. Donc, il faudrait, pour pouvoir aider à la mécanisation, à la modernisation de l'agriculture, pouvoir donner un certain nombre, accès à un certain nombre d'équipements et d'investissements matériels qui seraient utiles pour les paysans. Et pour ce faire, il faut trouver des moyens de financement à long terme, parce que le financement à court terme est trop onéreux et trop difficile pour les producteurs agricoles. Donc, nous sommes maintenant en train de travailler avec des institutions financières dans ce domaine. Je ne peux pas dévoiler lesquelles, mais nous souhaitons le faire. Et nous souhaitons également amener apporter dans ces banques spécialisées des ressources à long terme, particulièrement des investisseurs institutionnels. Donc, comme intermédiaire, les ressources longues qui existent dans les fonds de pension vers des activités productives telles que l'infrastructure ou l'agriculture, ceci constitue un chantier important sur lequel je me penche et toutes les équipes de l'ASFI se penchent, et nous allons en faire une priorité. Et j'espère dans quelques temps pouvoir vous donner quelques éléments de réponse sur ce que nous faisons dans le secteur de l'intermédiation financière pour faciliter aussi bien cela au niveau de l'agriculture, mais aussi des secteurs comme le logement social qui bénéficieraient grandement de ressources à long terme qui permettraient justement de réduire le déficit dans ces deux secteurs. Avec la crise sanitaire, avec le problème... Bien sûr. Il est important de noter aussi que quand on parle d'agriculture, on est obligé de parler de terre, de la question de la terre. Donc, tout le cadre réglementaire pour l'accès à la terre doit être revu, et c'est quelque chose que nous faisons en collaboration avec la Banque mondiale. Et également, nous voulons que tous les nouveaux investissements qui soient faits dans le domaine de l'agriculture puissent le faire de manière intelligente, où on puisse utiliser le moins de ressources, particulièrement des ressources en eau, quand on sait que c'est une denrée qui devient de plus en plus rare dans un certain nombre de pays dû au changement climatique. Avec la crise sanitaire, avec le problème de la dette, vous avez évidemment une vision programmatique, mais est-ce que vous allez apporter des inflexions, des changements, des correctifs pour s'adapter à la nouvelle donne? Les pays s'adaptent. C'est surtout les pays qui se sont adaptés. Je pense que avec un accroissement de la dette dans la dernière décennie, l'espace fiscal pour les gouvernements, c'est extrêmement réduit. Donc, pour pouvoir maintenir la trajectoire d'investissement dans le pays et de pouvoir avoir les taux de croissance souhaités et ainsi réduire la pauvreté, il est important maintenant de faire appel de manière encore plus importante au secteur privé. Et c'est ça que nous voyons, et notre contribution, c'est justement d'attirer l'investissement privé
que nous faisons nous directement ou que nous mobilisons dans les pays pour pouvoir aider à faire face à ce gap qui existe actuellement dans les pays dû au poids de la dette auquel fait face un certain nombre de pays, particulièrement dans les pays les moins avancés. Donc, une substitution de l'investissement privé à l'investissement public parce qu'il n'y a plus, pas une substitution, une complémentarité parce que malheureusement, les pays ont moins de ressources maintenant disponibles pour investir dans l'infrastructure en raison du ralentissement au niveau de la croissance, mais également du poids de la dette qui affecte leur capacité à investir à un moment où il faudrait encore plus investir pour que les économies puissent rebondir. Donc, il faut que nous travaillions avec les pays pour pouvoir aider à combler ce gap. Justement, le sommet sur le financement des économies africaines a abordé le problème des tirages spéciaux, les droits de tirage spéciaux, les DTS. Comment cette idée chemine-t-elle aujourd'hui? Est-ce qu'on avance bien sur la question ou ça va tomber comme un soufflet? Je ne peux pas trop me prononcer sur cette question parce que, comme vous savez, c'est une initiative que mes collègues du Fonds monétaire ont présenté, ont articulé, et je crois qu'ils sont les mieux placés pour pouvoir nous dire où est-ce qu'on en est. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment vous allez vous projeter sur des questions comme essentielles pour l'Afrique, sur la santé? Le Covid a révélé la nécessité de commencer à bien labourer ce champ et de pousser l'Afrique à avoir des industries et une industrie de santé, une vision même autour de ces questions-là. Est-ce que les choses avancent? Oui, les choses avancent. Je veux dire que nous ne sommes pas... quand nous avons décidé et nous avons pris le pari de contribuer à la production des vaccins Covid en Afrique, tout le monde nous a regardé en disant est-ce que c'est vraiment réaliste? Et nous y avons cru. Nous y avons cru, non seulement nous y avons cru, nous avons réussi à mobiliser d'autres personnes autour de cet agenda. Donc, le prêt de 600 millions d'euros qui a été fait à Aspen, nous avons mis 200 millions d'euros et nous avons mobilisé d'autres partenaires au développement, tels que la Proparco, tels que DEG en Allemagne, tels que la DCF aux États-Unis, qui auront contribué également à participer à cet effort. Nous sommes aujourd'hui en discussion très avancée avec le Sénégal à travers l'Institut Pasteur de Dakar pour les aider à développer, à étendre la production de vaccins et d'intégrer de nouveaux types de vaccins, y compris le nouveau vaccin de la malaria, contre la malaria, qui a été récemment découvert. Avec le Rwanda, on fait des progrès à pas de géant également dans ce domaine. Et je pense qu'on va peut-être également commencer à discuter avec le Kenya. Comme vous le savez, le président Kenyatta hier a annoncé que le Kenya également voulait se lancer dans la production de vaccins. Mais je veux dire qu'au-delà des vaccins, oui, nous ne pensons pas que notre engagement dans le domaine de la santé doit se limiter aux vaccins. Nous avons un certain nombre de maladies qui sont des maladies chroniques et qui existent en Afrique et pour lesquelles la production de médicaments est encore largement faite à l'extérieur. Il y a un potentiel de développer. Il y a le diabète, l'hypertension, toutes ces maladies aujourd'hui, malheureusement, frappent beaucoup encore les populations, particulièrement les populations urbaines en Afrique. Et il serait important de pouvoir justement créer un écosystème pour produire de produire ces médicaments à bas prix et les rendre disponibles aux populations africaines. Donc, nous travaillons de manière intense dans ce domaine pour préparer cet écosystème. Donc, les choses bougent. Elles bougent très vite. Il va y avoir besoin de mesures complémentaires au niveau de l'éducation, de réorienter une partie de la formation des étudiants qui sortent des universités, des écoles de médecine ou de pharmacie, de biologie, pour pouvoir répondre à la demande spécifique liée à ces industries. Il va falloir travailler à créer, à avoir les ressources financières disponibles au niveau des budgets pour que lorsque cette production est disponible, que les États puissent les acheter pour vacciner leur population ou bien mettre en place, exécuter leur programme de santé publique. Toutes ces questions sont des questions sur lesquelles nous travaillons avec nos collègues qui travaillent sur le secteur public en parallèle pour pouvoir s'assurer en fait que le bien-être des populations en Afrique soit amélioré en matière de santé.
Quelle est la place que vous accordez au niveau de votre institution pour mutualiser avec vos partenaires, pour avoir un effet multiple et plus amplifié? Un bon exemple, et c'est ce qui s'est passé à Glasgow. J'étais à la COP 21 à Paris. Et Oui. donc, j'ai pu voir un peu le contraste qu'il y avait entre les deux COP, la COP 26 de Glasgow et la COP 21 de Paris. Mhm. Et pour moi, une des grandes différences, c'était à la COP 21 de Paris, on parlait surtout du secteur public comme étant la solution au changement climatique, avec une forte implication des organisations non gouvernementales. À Glasgow, le secteur privé était beaucoup plus présent. Et je crois que ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu un consensus sur l'importance maintenant d'agir contre le changement climatique. Et la question, c'est de savoir comment le faire. Donc, et entre-temps également, on a vu que les sociétés et que le consensus dans les pays a changé et que les investisseurs privés ont aussi une pression énorme de la part des citoyens pour investir dans les activités qui réduisent le changement climatique. Donc, nous avons beaucoup de discussions sur comment. Et quand on a cette discussion, on voit beaucoup plus les éléments de convergence qui existent. Donc, aujourd'hui, à Glasgow, on a eu une conversation très intéressante entre les fondations qui travaillaient de manière séparée, les institutions comme la SFI, le marché des capitaux, et les différents participants au financement de l'économie. Et ce qu'on arrive, c'est que de plus en plus, on est en train d'arriver à des formules de blended finance, où on essaie d'utiliser l'argent des dons ou l'argent qui est sous forme de dons pour dérisquer les investissements et pouvoir avoir un leverage beaucoup plus important que si c'était juste un transfert direct de dons. Donc, on a une complémentarité qui s'est bâtie et je crois que l'Alliance sur l'énergie qui a été lancée avec la Rockefeller Foundation à Glasgow est un bon exemple de ce que maintenant nous faisons ensemble à travers les fondations, les DFI comme les nôtres et le marché des capitaux. On le voit, vous avez une âme de pédagogue, vous expliquez à travers vos interventions, vos interviews, votre vision et surtout la manière de mener votre stratégie. Mais quelle est la part entre le terrain et votre présence à Washington? La SFI a accru au cours de ces 5 dernières années énormément sa présence sur le terrain. Et je vais vous donner, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois que nous sommes représentés maintenant, nous avons une présence dans près de 40 pays en Afrique, entre 35 ou 40. Mais le chiffre exact vous sera donné pour vous dire que nous avons compris et nous avons tout à fait intériorisé le fait que si on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas transformer la réalité des choses. Et donc, nous avons une forte décentralisation. La plupart de nos staffs sont basés sur le terrain. Malheureusement, la situation sanitaire a limité le potentiel de déplacement, mais nous avons repris les avions, nous sommes tous en train de visiter les pays. J'ai personnellement visité de nombreux pays. Je m'apprête à aller au Nigeria dans 15 jours. Donc, on est en train de rencontrer les clients, de les écouter, de voir quels sont leurs besoins et surtout de leur apporter des réponses qui soient basées sur l'expérience internationale que nous avons pu accumuler en tant que SFI. Maktar Diop, je rappelle que vous êtes le managing director, c'est mieux que de dire directeur général, c'est peut-être une appellation plus précise, et que vous êtes le premier Africain à occuper ce haut poste au niveau des institutions internationales. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir expliqué la stratégie que vous allez suivre. Merci beaucoup, Hichem. C'est toujours un plaisir de vous parler et je voudrais vous remercier pour votre contribution sur le débat économique en Afrique. Je lis avec attention régulièrement votre magazine et j'apprends toujours beaucoup en lisant les articles qui sont écrits dans votre magazine. Donc, c'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous faites pour disséminer
l'information économique en Afrique. Merci et bon vent. Merci.